Il pleut aujourd'hui à la vieille Péroptine, mais le studio est comble. Faut dire qu'ils savaient pas où se mettre à l'abri, alors qu'ils sont venus, quoi. Non, ils sont venus pour nous, ils sont venus pour nous, ils sont venus pour... Ça peut peut-être vous intéresser, l'émission qui essaie sans agresser, avec notre chroniqueuse et nos chroniqueurs, Nathalie Bonneau. Bonjour. Dans sa rubrique Vois si tu peux, nous dévoile tous les jours les secrets du chant à travers une chanson mystère. Floréal Daniel qui cherche continuellement le motif dans le tapis. Mais aujourd'hui, il a une double casquette, celle de chanteur de charme avec son chérubin. Wouh! Ah, vous avez des fans, hein? Sans oublier les matins pop de notre ami Moreno Andreatta. It's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. I dream of you, chips. CPPEVI avec votre serviteur Eddy Marcel, celui qui ne fait pas. Ah, voilà, ils sont en forme, la pluie ça leur réussit. En direct et en public pour la dernière fois cette saison. Eh oui, c'est la dernière fois, mais il y aura peut-être des surprises au studio bar de la vieille Pérotine. Et ce samedi, donc, nous allons parler du spectacle que nous avons vu hier soir dans la salle Tabarly, Figaro Divorce de Eudon von Horvath par la compagnie de l'Incertitude de Bordeaux, mise en scène Wahid Shakib. J'ai mal prononcé ? Oh, mais dans 2 jours, ça va aller mieux. Bon, mais tout de suite, la rumeur publique. Tous les jours, notre reporter Laurent Mandex, mais là, il n'est pas parti aujourd'hui parce qu'il pleuvait, mais il a enregistré hier, écoute et enregistre avec Joe RADOS les bruits de l'île qui parlent de théâtre. Le premier spectacle dont je me souviens, c'était un souvenir très très fort. Je pense que c'était en 1965 au TNP pour voir Hamlet, mise en scène de George Wilson avec le très beau Pierre Van Eyck dans Hamlet. Là, bon, j'avais 17 ans, oui, 17-18 ans. Et là, pour moi, c'était le théâtre avec un T majuscule. Pierre Van Eyck avait l'air un ange blanc, voilà. Vous êtes spectatrice de ce festival ? Oui. Depuis longtemps ? Oui, depuis 2002. Quel est le souvenir, le premier auquel vous pensez comme ça, et qui vous a marqué de ce festival ? Alors moi, le premier, c'était, je pense que c'était la troupe d'Orsay. C'était Hygiène de l'assassin. Et j'arrivais à ce festival théâtre amateur, mais j'ai été époustouflée de voir la qualité de ce spectacle. Parce que vous êtes par ailleurs une spectatrice, pas professionnelle, mais une spectatrice... Non, je vais très souvent au spectacle vivant, enfin, concert, j'aime beaucoup l'opéra, théâtre, de toutes sortes. C'est Hygiène de l'assassin, puis il y a un souvenir très fort aussi d'une pièce de Lagarce. C'était au dernier moment, ils avaient décidé de jouer à l'extérieur. Et il y avait ce coucher de soleil, c'était magique. C'était un merveilleux spectacle, un des plus beaux qu'on ait vu ici. Et le metteur en scène avait osé jouer dehors, ce qui n'est pas arrivé depuis. Bon, avis aux amateurs pour les prochaines éditions peut-être, hein, n'est-ce pas ? Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir notre invité du jour, le dernier de la semaine, le magnifique, le talentueux comédien, Marc Joliot. Bonjour Marc. Merci maître. Bonjour Marc. Bonjour. Marc est là, en pleine forme, avec des palmiers sur la chemise qui contrastent avec ce qui tombe du ciel actuellement. Hein. Ben oui, en partant, j'avais prévu qu'il ferait un grand soleil, donc voilà, je oui. n'ai plus que ça.
Ah, faut pas le dire, ça vous va très bien, Merci. Donc Marc, beau gosse, décontracté, comme Figaro hier, il est à sa place ici. Vous ne vous sentez pas étranger dans ce studio? Oh non, ça va. Ah ben ça va. Bah, je suis avec un camarade. Tout va bien. C'est vrai qu'en plus vous êtes avec le camarade de troupe, Floréal Daniel, qui interprétait hier plusieurs rôles, dont Chérubin, et puis un rôle un peu moins sympathique, ce boucher là. Hein. Boucher, oui. Voilà, mais bon, il est bien d'actualité, quoi. Voilà. Et puis le docteur, le passage du docteur était extraordinaire. Ouais. Un grand moment. Un grand moment. On l'attendait à chaque fois. Peut-être Floréal, vous pouvez nous redire la réplique du docteur, quoi. On n'a pas le temps de tout dire, mais... Quelqu'un est mort? Ah, magnifique. C'était formidable. C'est Pas bon. encore. Pas encore. Bonjour Marc. Donc on va parler de vous, Marc, bien sûr, aujourd'hui, et de la pièce qu'on a vue hier soir. Mais comme vous le savez, auparavant, c'est la rubrique 100% bio. Marc Joliot, à l'inverse de tous mes invités précédents, vous êtes un parfait inconnu. J'avais avec Louise Michel, Clément Durocha et Landry Galpin 3 champions olympiques. Un ingénieur de recherche philosophe désintéressé en la personne de Guillaume Wouters. Vous, alors j'ai eu beau fouiller sur Internet, rien. Alors, j'ai scruté l'histoire, cherché des ancêtres célèbres éventuellement dans votre lignée, rien. Mais qui êtes-vous donc, Marc Joliot? L'histoire aurait-elle bifurqué au point que l'on aurait perdu toute trace de votre famille? Un lien de connectivité aurait-il été rompu par erreur, vous abandonnant seul au monde? Seriez-vous le Robinson Crusoe de la recherche fondamentale? Vous aussi, vous prenez des sous et c'est tout? Totalement désemparé, je commençais à me demander si la compagnie L'Incertitude n'avait pas voulu me tendre un piège pour cette dernière émission de CPPEVI. Il me délègue comme invité le seul comédien sur lequel je ne trouve rien à dire. Je me trouvais face à une totale incertitude, que dis-je, face à l'inconnu. L'inconnu fait-il peur? Nous sommes en période de baccalauréat et d'élection, vous avez 4 heures. Désespéré, j'ai fait alors ce que les chercheurs amateurs font tous. Je suis retourné sur Wikipédia, mais peut-être pas à la bonne page. Alors j'ai tapé Joliot et j'ai trouvé diminutif de joli. Bon, je ne dis pas que vous n'êtes pas joli, mais ce genre d'informations partout n'arrange pas vraiment l'incurie de mes réflexions. Jeu de mots. Aujourd'hui, je suis perdu. Je ne sais où donner de la tête, ne parviens pas à faire plusieurs choses à la fois. Mon cerveau perd ses repères, toute sa connectique se brouille, mes circuits disjonctent. Les quelques défauts qui devaient impacter ma substance blanche se développent anormalement, laissant présager une démence précoce et irréversible. Ah, si au moins je connaissais un chercheur du CEA, Commissariat à l'énergie atomique, qui pourrait m'expliquer les mécanismes de mon errance. La seule chose que je sais de vous, Marc Joliot, c'est que vous tenez le rôle de Figaro dans la pièce d'Euden von Horvath. Et vous le tenez à merveille, comme toute la troupe d'ailleurs, déborde de justesse, de sensibilité et d'humanité. J'espérais donc vous faire parler de votre rôle. Mais vous dites au début du spectacle que vous ne savez pas quand vous êtes né, que vous êtes un enfant trouvé et que votre âge doit être approximatif. Et allons donc! Figaro, un enfant trouvé, Joliot, un chercheur sans ascendance connue. Vous collectionnez l'ambiguïté, Marc. Alors je sais bien qu'en recherche fondamentale, le trajet compte plus que l'arrivée. Le problème, c'est que le trajet de la connaissance se perd ici dans une forêt de neurones déconnectés. Il me fallait donc, pour faire cette chronique sur vous, remonter le temps pour réussir à vous coincer dès votre plus jeune âge. Je demandais de l'aide au laboratoire des particules d'Annecy, habitué au voyage délirant dans le temps, passé ou futur. Les ayant convaincus de me porter secours, Guillaume Wouters, gardant un très bon souvenir de son passage dans l'émission et ne tarissant pas d'éloges sur son animateur vedette, ils acceptèrent de disperser mes particules jusque dans le passé, à condition que je convoie 6 reblochons label rouge à la mère grande Guillaume, jeune fille très avenante à l'époque, je dois dire. Je fus donc téléparticulé
en plein mai 68, dans le quartier latin, avec mes produits laitiers amis pour la vie. Au milieu des fumigènes et autres pavés qui volaient autour de moi, je me retrouvais soudain face à un petit enfant de 6 ans auquel je demandais « Comment t'appelles-tu, mon petit ?»« Marc Joliot, monsieur. »« Et où sont tes parents ?»« Je sais pas, monsieur. »« Bon, alors viens avec moi, je vais te ramener. Il ne faut pas rester ici, ce n'est pas sûr. Dis-moi, ils travaillent où, tes parents ?» L'enfant hésita un instant, puis « Au CRS !» Surpris, je me retournai vers les 10 CRS. Ils me regardaient sans haine. Et soudain, je compris. CNRS. C'est ce qu'avait voulu dire le petit Joliot. Car un CNRS sans haine, ça devient un CRS. Après, je ne me souviens plus de rien. Je pris un coup de matraque sur la tête. Je n'aurais peut-être pas dû retrouver le N et me réveillais devant un commissaire qui me montrant mes reblochons. T'es mal barré, toi, avec ton sac rempli d'explosifs. Ça allait mal tourner, et un reblochon qui tourne, c'est terrible. Aussi, préférais-je m'extraire à nouveau de ce cauchemar et me replacer en état de repos conscient. C'était la bonne décision, car j'y retrouvais Marc Joliot, adulte, qui dirigeait justement le département de recherche au CEA. Enfin, tout s'éclaircissait et l'homme se livrait. Oui, il était bien chercheur en connectivité intrinsèque sur l'état de repos. Oui, c'était bien lui qui jouait Figaro avec l'incertitude. Pourquoi l'incertitude ? Oh, il suffit de regarder notre metteur en scène, Waïd Chakib, il change tout le temps. Mais alors, comment vous faites ? Moi ? J'apprends mon texte le plus tôt possible, comme ça, après, je suis libre et je peux m'adapter plus facilement au travail, au feeling de Wahid. Parce que moi, quand j'ai appris un schéma scénique, j'aime pas qu'on me le change au dernier moment. Ça rend plus compliqué de connecter le texte et les déplacements. Marc Joliot, finalement. Même dans le théâtre, vous restez un obsédé de la connectivité. Mais vous cherchez quoi ? Un prix Nobel de théâtre ? Marc Joliot, ce portrait vous ressemble ? Pas mal. J'avoue, impressionnant. Oui. Effectivement, les mots-clés y étaient. Je me suis retrouvé de 4 ans à plus tard, on va dire. Ans, ouais, non ? Oui, 6 ans à plus tard. Non, très bien, très joli. Et alors, quels sont les rapports entre votre métier et le théâtre ? Ah, alors, les rapports entre le métier et le théâtre. En fait, ça me permet de faire des hypothèses sur le théâtre et d'essayer de les regarder dans le cerveau. En fait, si on regarde le cerveau, il est très bon à ne pas faire 2 choses en même temps. Et si on regarde le théâtre, on essaye de faire pas 2, mais 3 choses en même temps. Peut-être plus avec Wahid, même. J'allais y venir. Effectivement, on apprend le texte, donc on doit sortir le texte. On doit faire un personnage qui n'est pas forcément nous, avec des émotions qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais en plus, on doit faire quand même un petit peu attention à ses petits camarades, jouer avec eux, voire se déplacer en même temps. Donc ça fait 3, voire 4 choses en même temps. Or, comme de par les recherches qu'on fait, on s'aperçoit que dès qu'on essaye de faire 2 choses en même temps, malheureusement, on est moins bon que de faire une seule chose à la fois. Donc le théâtre, c'est compliqué parce qu'on essaye d'en faire 4 et de rester, d'être bon. Et donc, pourquoi est-ce que j'aime pas qu'on me change ma mise en scène à la dernière minute, ce qui peut arriver de temps en temps, enfin plus souvent qu'à son tour ici. Et c'est parce que, en fait, toute cette mémoire, on l'a construit, mais on l'a construit comme un ensemble. L'ensemble, c'est pas seulement le texte, c'est le texte, mon camarade qui est là, l'autre qui est là, et puis je sais que dans cet ensemble, il va y avoir un déplacement où je vais faire le tour qui va aller comme ça. Bien évidemment, Marc c'est ça. Joliot, vous n'avez pas envie de devenir chroniqueur de radio parce que, Bon, ça ne me dérange absolument j'en pas. cherche. Je ne sais pas que je vais virer les autres. Hein. Non, au contraire. Oui. Donc voilà, donc c'est pour moi, voilà, c'est comme ça je lis les 2 choses, et c'est pour ça que, comme vous l'avez très justement dit, quand Waïd décide de nous changer la mise en scène, tout à fait raisonnablement, parce que ça sera mieux, ça sera plus joli. Sauf qu'il y a 90% de chances que le jour de la représentation, si on l'a changé 1 heure avant, on l'oublie. Hein. Ah oui. Et donc tous vos partenaires sont des cobayes pour vous que vous étudiez régulièrement dans leurs réactions, je suppose, sur le plateau ?
Alors, cobaye, on va dire ça, témoin volontaire sain. Oui. C'est- On sent le scientifique, Alors, là. si je puis me permettre, on ne parle plus de cobaye. Oui, c'est vrai, excusez-moi. C'est un peu Je ne péjoratif. suis pas moi-même un scientifique, enfin, je ne suis plus. Donc voilà, avec mes témoins volontaires sains, amis, je les observe, je regarde et ils me renvoient à ce que je suis. Et donc je m'observe par leurs yeux, par leur biais. Parce que bien évidemment, on est très mauvais pour s'observer. Ah Donc oui, je absolument. compte sur eux pour me dire « Ah non, ça va pas du tout. Et ils vous le disent » Ils me le disent. Parfait. Pas tous, Bon, mais mais- certains, oui. Marc, on va revenir bien sûr sur ce spectacle magnifique qu'on a vu hier soir. Mais auparavant, vous savez que nous avons le Matin Pop de Moreno. Mate pop, mamma mate pop, mate pop, mate pop, mamma mate pop, mate pop, mate pop, mamma mate pop, mate pop, yeah. Oui, c'est la dernière, c'est Eh la oui. dernière. On Ah est oui, tous on est tristes, triste, hein, franchement. On aimerait Oui. bien que ça continue. Donc, alors, on a fait des voyages, un petit voyage dans les rapports mathématiques et musique. Alors, je dois vous dire que tous ces petits sketchs, en fait, sont tirés d'un spectacle d'abord, qui s'appelle Matin Pop, justement. C'est un spectacle qui a Ils vont tous faire de la pub. pour qui a, eux aujourd'hui. a profité de la mise en scène des Bolloré. Ah oui, oui, Monsieur, bien sûr. monsieur Bolloré. Ouais, c'est gratuit pour les Voilà. chroniqueurs. Et donc, un spectacle qui labellisé CNRS, parce qu'on a quand même un KS CNRS, pour les 80 ans du CNRS, et qui, après la pause Covid, reprend à sillonner les routes de France. Donc, en novembre, si vous êtes à Paris, Théâtre de la Reine Vous Blanche. donnerez les dates de la tournée plus tard. Voilà. hein. Et donc, alors, Matin Pop, justement, essaie de vous présenter quelques aspects du lien mathématique et musique. Alors aujourd'hui, puisque maintenant on connaît les accords majeurs, on connaît les accords mineurs, voilà, on va essayer de comprendre les liens entre les deux. Ok. Alors, pour comprendre les liens entre les deux, d'abord on s'assoit au piano. Si on s'assoit au piano et on regarde les touches sont distribuées, touches blanches, touches noires, de façon pas claire. Mais si on se place au niveau du Ré. Alors, pas au Do au centre du piano, mais le Ré au centre du piano. Alors, imaginez un piano avec un Ré. Imaginez démonter avec les yeux et les oreilles. Donc, on a une touche blanche, noire, blanche, blanche, noire, blanche, noire, blanche, noire, ok. Et maintenant, on descend en même temps. Donc, si je veux faire, c'est ça. Noire, blanche, blanche, noire, blanche, noire, blanche, noire, blanche, blanche, noire, blanche. Le piano est un instrument symétrique. La symétrie du Ré est un concept que certains théoriciens de la musique au XIXe siècle, Camille Durout en particulier, lui, il a fait toute sa théorie harmonique à partir de la symétrie du Ré. Il s'est fait aider par un mathématicien polonais, Wronski. Voilà, c'est la première collaboration internationale. On n'avait pas besoin de projets ANR pour faire ça. Donc, premier exemple d'une collaboration entre musiciens et mathématiciens pour comprendre les systèmes harmoniques à partir du concept de symétrie. Alors, en musique, la symétrie est très importante parce que si je prends un accord majeur et je renverse les intervalles, alors ici, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4. On va les faire dans l'autre tour. 1, 2, 3, 4. OK? Le concept est... Vous avez compris? Donc là, maintenant, on va faire... Là, on a 1, 2, 3. On était là, et là, on va faire 1, 2, 3. Morale de l'histoire. Inversion. Majeur. Mineur. Le majeur et le mineur, c'est une question de symétrie. Main droite, main gauche. C'est ça, la magie, qu'on retrouve en utilisant un peu les mathématiques et si on veut essayer de comprendre les concepts. Alors, je vous propose un petit défi, un petit dernier défi. Donc, dans le spectacle Matin Pop, on aime bien lancer des défis au public. Donc là, imaginez une chanson qui vit dans un univers parallèle où tous les accords majeurs deviennent mineurs et tous les accords mineurs deviennent majeurs. On pourrait appeler ça l'harmonie négative. Vincent, notre photographe, nous a bien appris les noirs et les blancs. Donc on peut inverser les couleurs. Donc inversons les tonalités et imaginez, vous, dans votre tête, on va voir si vous arrivez à comprendre de quel tube cette version est la négative. Okay? Donc il faut faire cette opération inverse. Alors...
évident. Hein. Notre cerveau, il y a du mal à trouver. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé? Non? Alors, je vais faire maintenant le négatif du négatif. Hein. Jacques nous a pris, moins fois moins, ça fait plus. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Ah ben voilà, oui. Fallait le faire plus tôt, quoi. Alors, ça marche bien. Hey Jude, pa pa da pa, pa da pa, pa 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 da pa da pa pa, pa pa da pa. Allez, tous ensemble. Pa pa da pa, pa da pa pa da, pa pa da pa pa. Oh, les négatifs. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out together. In the minutes, you daddy pa pa da pa da pa pa da pa pa. Voilà, ça c'est la version négative hein, d'un tube. Alors, on peut faire ça avec plein de chansons, on peut s'amuser. Alors, on a un petit programme qu'on a développé qui s'appelle Tonnet. Vous le trouvez sur mathemusique.fr. Petite pub, mathemusique.fr. Vous trouvez un logiciel qui vous permet, hein, vous jouez et vous faites les négatifs. Donc j'ai essayé, juste pour conclure, avec la Marseillaise. Ah oui. Ah ouais, parce Les que... négatifs de la Marseillaise, vous allez avoir des ennuis. Hein, si, Non, parce que il faut se préparer. Donc ça, c'est, imaginons un monde à l'envers, hein, donc, où tous les intervalles majeurs deviennent mineurs. Donc en fait, ça ferait ça. Donc je l'ai imprimé. Hein. Clémence, merci beaucoup d'avoir imprimé la Marseillaise en version négative. Vous pouvez après étudier la partition. Donc ça fait quelque chose comme... c'est vachement bien. Pa, 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 pa. Voilà. Mate pop, mamma mate pop, mate pop, mate pop, mamma mate pop, mate pop, mate pop, mamma mate pop, mate pop, yeah. Bravo. Merci. Bon, Marc Joliot, contrairement à ce que j'ai laissé entendre tout à l'heure, je n'ai pas aimé Figaro Voilà, Divorce. ça, pas surpris. Ben oui, votre spectacle est une imposture. Vous n'avez pas pu jouer une pièce de Don van Horvat pour la bonne raison que cet auteur est autrichien. Vous voyez ce que je veux dire? À moins que celui-ci, ayant eu l'intelligence de s'opposer et de fuir le nazisme, n'ait écrit cette pièce qu'après son émigration. Et puis comment Figaro, ce fleuron de l'identité française, oui je sais il est sévillan, mais il a été inventé par Pierre Caron de Beaumarchais quand même, hein, peut-il se laisser traiter à tout bout de champ de sale étranger? Dans le pays où il immigre comme lorsqu'il revient chez lui. En France aujourd'hui on ne ferait pas ça. On a même accueilli le metteur en scène de l'incertitude. Enfin je n'ai pas aimé Figaro Divorce parce que la révolte des femmes contre le pouvoir masculin est esquissée, bien sûr, mais aussitôt niée. Suzanne ose provoquer la rupture. Fanchette dénonce son viol sur #MeToo. Mais finalement, toutes deux font marche arrière. L'une avoue avoir exagéré son accusation de viol, l'autre retourne dans les bras de son Figaro, sans un regard pour ce pauvre chérubin. À moins que cela ne s'appelle l'amour. Mais alors, l'amour serait contre-révolutionnaire? Enfin, je n'ai pas aimé Figaro Divorce. Ah tiens, ça fait 4 aujourd'hui. J'ai vraiment pas aimé. Parce que terminer le festival sur un tel succès empreint de sensibilité, de drôlerie, de tendresse, de musique variée, et de Moreno que vous m'avez piqué, c'est le garant que le festival L'Oléron n'est pas prêt de s'éteindre. Et moi, après 24 ans de présence, je la prends quand? Ma retraite.
moi, j'ai pas aimé, mais vous, Marc Joliot, qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce, dans ce spectacle? Alors, c'est assez amusant, parce que quand on lit au premier abord la pièce, c'est pas facile. Hein. Non. On n'a pas vraiment envie de la jouer, hein, mais pas du tout. On se dit, voilà, il va falloir y aller. Alors, nous, on a une contrainte, c'est qu'on est 10. Ce qui est beaucoup pour une troupe, et beaucoup des pièces sont écrites pour, 4, 5 personnes peut-être, et puis après, il y a des halbardiers qui sont là, et puis qui disent pas grand-chose. Donc on est un peu forcé de prendre des pièces qui sont, on s'en excuse, un peu longues, et parce qu'il nous faut des personnages, etc. D'où, effectivement, il y a beaucoup de gens Et que tout le monde veut jouer des premiers rôles. Alors, c'est pas aussi clair que ça. Tout le monde veut jouer des premiers rôles, mais il faut pas qu'il y ait trop de texte quand même. Parce que bon, il faut se le faire. Alors, moi, ça me dérange moins, donc je me retrouve à jouer du... Voilà, mais voilà, en général, c'est un peu le problème. Vous balancez vos camarades là. Non, moment, c'est chacun. C'est un peu ce que chacun il vient chercher ce qu'il veut dans cette troupe. Voilà, il y a des gens qui préfèrent des petits rôles, des autres. Moi, ça me dérange pas en fait. Je cherche pas particulièrement des gros rôles, mais ça me dérange pas de faire des gros rôles. D'ailleurs, Floréal, quand il rentre et qu'il dit quelqu'un est mort, c'est quand même un gros monologue. Oui, non, c'est. on lui a. En fait, il avait réservé ce rôle-là. Depuis longtemps, et on savait que c'était ça. C'est sa spécialité, les voilà, monologues. non, mais c'est ça. Il est très bon dans les passages sur scène. Il traverse la scène remarquablement aussi. Non, il est bien. Floréal, vous avez le droit de réponse. Vous pouvez intervenir, bien sûr, puisque vous faisiez partie de la distribution. C'est vrai qu'on aurait pu supprimer le rôle du médecin, mais je tenais absolument à le garder parce que d'abord j'ai su le texte tout de suite. Et puis il y avait un gros travail corporel de traverser d'ailleurs. Cette présence comme ça. Ouais. On a beaucoup répété pour ça. Ouais. Moi j'ai vu dans cette traversée la symbolique du migrant qui erre et qui traverse plusieurs pays en ne sachant pas où il va arriver. Est-ce que c'était ça finalement, Marc Joliot? Alors oui, parce que le thème du migrant est très présent dans ce spectacle. Alors le terme actuel, est très présent. C'était même après, c'est un petit peu étonnant parce qu'il y a une révolution. Il s'en va dans un autre pays où on se rend compte qu'en fait finalement c'est la bourgeoisie et des petits bourgeois pas pour le meilleur qui ont pris le pouvoir. Donc il va repartir, il va revenir. En fait, tout se pourrit. Hein. Oui. Soyons clairs. Que ce soit d'un côté et de l'autre au milieu, tout le monde y est pourri, etc. Donc ça véhicule quand même une idée pas particulièrement agréable de la société en général. C'est une comédie. En fait, quand on prend Wikipédia, il y a écrit comédie. Donc après, il faut le jouer un peu comme une comédie. C'est un peu c'est Waïd qui nous a rajouté des petits endroits où, même si la comédie n'était pas évidente, des endroits pour alléger peut-être un petit peu le message, parce que bon, le message il est pas sympa. Et en plus, de ce que nous vivons dans la vraie vie, si je puis dire, ça ramène des choses. Donc en plus, on l'avait choisi avant. Hein. C'est pas à cause de nous, je vous jure. mais vous qui avez vécu activement mai 68, est-ce que vous ne trouvez pas quand même que cette pièce, elle donne une image de la révolution un peu négative, elle place toute révolution dans une impasse, quoi? Alors, oui, enfin, si l'image qu'on a de la Révolution française est double. Hein. À la fois, c'est la fin des privilèges, la fin de la noblesse, etc. Mais d'un autre côté aussi, il y a la terreur. Donc, même nous, on nous a enseigné que la Révolution, c'est bien, mais etc. Toute révolution a en elle, malheureusement, du bon et du moins bon. La Révolution communiste était très bien. À la base, l'idée que tout le monde ait la même richesse, etc. Bon, malheureusement, il y a eu un petit problème derrière qui fait que c'est terminé dans un bain de sang et avec des purges. Donc, quelque part, oui, il a raison. Il y a du bon, et puis il y a du bon, et puis la révolution s'humanise. C'est ce que dit Figaro à un moment quand il revient. Alors l'humanisation, effectivement, est un petit peu... Est-ce qu'on peut appeler ça véritablement une humanisation? Bon, je ne me permets pas de changer un mot du texte de l'auteur, mais bon, compliqué. Donc voilà, c'est une pièce qui est finalement, moi, je trouvais beaucoup de plaisir. Alors j'ai un rôle qui est central parce qu'il est là, mais...
Enfin, moi, je le considère comme étant là pour aussi faire valoir tous les autres. C'est-à-dire, les autres peuvent se permettre d'être un petit peu plus expressifs que moi. Moi, finalement, je suis un peu bloqué dans un rôle. Il est un peu rigide. Hein. Figaro, il est pas, c'est pas vraiment Youpi la galette. Hein. Donc, il est ça, et ça permet, je pense, aux autres de pouvoir s'exprimer encore un peu plus. Bon, mais il n'y a pas que des messages politiques quand même dans cette pièce. Enfin, moi, j'ai ressenti, il y a énormément de sensibilité. Il y a le rapport l'homme, la femme. L'épouse, le mari, tous les personnages ont quand même une fêlure à un moment donné qui se voit beaucoup sur le plateau. Alors ça vient en fait du fait que c'est une suite du mariage de Figaro. Parce que si vous lisez le mariage de Figaro, toute cette histoire avec la relation homme-femme a été en fait transposée ici dans un monde plus récent. Parce que là, c'était la fin, c'était vraiment au niveau du droit de cuissage. Il faut dire ce qui était dans ce mariage de Figaro, c'est toute cette histoire. Donc il l'a transposé ici. Nous, on l'a transposé dans les années 70. Mais effectivement, ça a été écrit dans les années 30. Et donc... c'est un petit peu la suite telle que lui va la voir. Et là, effectivement, on se retrouve quasiment, nous, on appelle ça MeToo. Et c'est pour ça que cette pièce est assez amusante, parce que pour au moins deux raisons, on est très à la fois dans le MeToo et dans les problèmes politiques, migration, etc. On est vraiment... on n'a rien inventé. C'est totalement actuel. Donc, c'est amusant. Ouais. Floréal, Basile, c'est la rumeur, hein. Basile. Oui, Basile. Le boucher, il s'appelle Basile. Oui, le boucher. Ah, excusez-moi, vous ne saviez pas qu'il s'appelait Basile. On va peut-être passer à une autre question, mais peut-être que... Non, mais le docteur. On reparle du docteur, c'est important. La basse. Oui, il y a une question dans la salle. C'est intéressant, oui. Ouais, il faut un micro. Oui. Devant. Ah non, parce que c'est enregistré, vous savez, les auditeurs à l'extérieur n'entendront pas. Voilà. Oui, c'est une question plutôt pour le metteur en scène, et peut-être même les metteurs en scène, parce que ça me fait penser aussi à Florence, cette question d'Annecy. Pour revenir juste sur le sujet précédent, pour s'éloigner de la suspicion du pire du metteur en scène qui change au dernier moment certaines choses, je me demandais si c'était pas dans l'autre sens que ça se passait, si le metteur en scène, au dernier moment, parfois, n'adaptait pas aux comédiens et à ses impossibilités parfois certains changements de texte ou certains changements de direction d'acteur. Je me demandais juste ça, et donc je posais la question à Waïd. Peut-être Florence qui a écrit pour ses acteurs. Voilà, s'il y a une réponse dans les metteurs en scène qui sont dans la salle, mais je ne vois pas Waïd, il est déjà en fuite. Ah, il est là-bas, oui. Il boit. Allez, Waïd. C'était quoi la question? Elle a demandé si vous adaptiez la mise en scène à l'acteur, quoi. Moi, c'est mon problème à moi, c'est je suis jamais très content. Rien n'est acquis. Et le travail de plateau, c'est-à-dire quand on commence à travailler, moi, je suis quelqu'un qui change tout le temps. C'est parce que si je change tout le temps, parce que j'ai fait confiance totale à mes comédiens, parce que je sais qu'ils vont adapter, et après je bouscule certaines lignes. Parce que quand on travaille, on est toujours dans le doute. Parce que moi j'essaie vraiment de coudre des choses, et un spectacle, parce que c'est la deuxième représentation, et quand on fait la première, la deuxième, il faut que je travaille certaines choses, et moi, le metteur en scène, il voit des choses que les comédiens ne les voient pas. C'est ça. Ça. Est-ce que vous changez pour vous ou pour les acteurs? Moi, je change pour les acteurs. Parce que c'est vraiment... parce que je sais les compétences, la qualité du jeu des comédiens, vraiment de les porter vers le haut. Et Marc Joliot, vous êtes d'accord, il change pour les acteurs? Il change pour le mieux. Non, mais il a tout à fait raison. C'est mieux. Il y a des fois, quand on fait les lumières avec Waïd, il va nous dire, OK, c'est un peu ce que reprend cette question. Il y a des cas où on sent qu'on va être limite, on va pas faire une découpe parce qu'on a trop peur que le comédien se retrouve pas dans la découpe et que ça va le déstabiliser, ça va pas être joli. Donc on fait une belle image avec plein de lumière, mais etc. Donc là, effectivement, on est un peu moins bon. Mais en général, tout est justifié. Le problème, c'est que ça arrive malheureusement, il le dit, hein, il change tout le temps. Donc ça arrive de temps en temps, très tard, par rapport à ce qu'on espérerait. Et donc, on se retrouve 2 ans après. On est un petit peu pris par le temps. Vous réglerez vos comptes après. Hein. Je pense qu'il y aura une discussion dans la troupe d'incertitude. Mais moi, je change tout le temps. Voilà, bravo. Incertitude.
C'est l'incertitude. Voilà. C'est l'incertitude. Il ne faut pas donner des noms comme ça aux troupes. Hein. Et la souplesse, du coup. Oui. Et la souplesse. Et la souplesse, c'est une autre façon de voir les choses. Beaucoup plus agréable, n'est-ce pas? Floréal, c'est votre chronique. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier cette chronique, puisque vous avez eu envie de commencer par une chanson. Oui. Je suis toujours surpris un peu, mais... Suzanne, avec quelques notes d'A Suzanne. Ah Suzanne, mon amour. Un petit peu plus. Allez, c'est le tube. Ah d'accord, très bien. Vous allez vendre tout au disque à la fin, vous allez voir. Ah Suzanne, mon amour, ah Suzanne, pour toujours, je m'envole dans tes bras. Le bonheur ici-bas, le printemps m'avertit que le cœur se languit, que mon sang est malade de cette longue débandade. Ah Suzanne, mon amour, je me meurs pour toujours. Tu me fis tant de peine, mille merci tout de même. Bravo! Et en plus, pour les auditeurs, il faut dire qu'au premier rang, il y a une dame qui s'appelle Suzanne. Hein. Elle est émue. Hein. Ouais, mais il y a son mari à côté, vous ne pouvez pas partir avec elle. Bon, vous allez quand même nous faire une petite chronique aujourd'hui. Eh ben, un peu plus lourde alors. Je vais essayer de faire une petite chronique. Ouais, mais vous allez l'alléger le poids. Et donc ma chronique s'appelle Le motif sur le tapis. Ah oui. Et je voulais en préambule expliquer un petit peu le titre de la chronique. Alors le motif de le tapis, dans le tapis est une nouvelle d'Henry James. Et alors ça raconte l'histoire d'un écrivain qui explique à un critique qui a commenté son livre qu'en fait, le critique a manqué le plus important, une chose particulière qu'il doit trouver dans son roman, un secret, comme un motif compliqué dans un tapis persan. Alors, en fait, l'essence de la littérature est comparée à un motif que ne pourraient voir ou deviner que ceux qui regardent avec attention. Et le concept a été repris par un philosophe, le philosophe du langage qui s'appelle Wittgenstein, qui à son tour a inspiré la philosophe et poétesse Antonia Soulez, qui a écrit un poème qui s'appelle Tapis, qui a été mis en musique par Moreno, et c'est ce qui introduit ma chronique. Maintenant, venons-en à la chronique proprement dite. Alors, je voulais parler quand même quelques mots sur l'auteur, parce que le pauvre Audun a rejoint à 36 ans le club des morts stupides de l'histoire. Je ne sais pas si tu en as parlé hier. Oui, j'ai dit, il a été tué par une branche de marronnier devant un théâtre en plus. C'est ça. N'allez pas au théâtre. Comme le pauvre Échille qui a trépassé, selon la légende, en recevant une tortue sur la tête. Lancé par un rapace qui aurait pris son crâne chauve pour un caillou capable de briser la carapace. Ah ouais. C'est vrai. Audun Horvath fuyait la montée du nazisme au bout d'une odyssée de 4 années à travers l'Europe. Et ce qui est important, c'est qu'il vit au cours de ces 4 années la même errance que celle des personnages de la pièce. Il se retrouve à Paris en 1938, le 1er juin, alors qu'il se promène sur les Champs-Élysées. Une tempête déracine un marronnier, une des branches le tue devant le théâtre Marigny. Paix à son âme. Donc en parlant d'âme, justement, je vous ai parlé mercredi dernier d'une étude d'un certain Duncan McDougall, le peseur d'âme, qui en 1907 avait eu un grand retentissement et avait fait l'objet d'articles dans le New York Times notamment. J'ai oublié de vous dire que ce chercheur étudiait aussi la vitesse avec laquelle l'âme quitte le corps. Et cette vitesse dépend du caractère de l'individu. L'âme de celui qu'il a appelé homme 5, je cite, flegmatique, lent de corps et d'esprit, a pris un peu plus de temps pour s'échapper. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'en littérature, on trouve aussi des parallèles. Dans les années 30, André Mauroy a sûrement été inspiré par McDougall lorsqu'il écrit Le peseur d'âme. Ça prouve que la question titille les grands esprits.
Récemment, chez un bouquiniste, et vraiment le hasard, je suis tombé par hasard sur cette nouvelle fantastique qui n'a pas été éditée depuis 1931. Je l'ai lu, ça raconte l'histoire d'un docteur qui entreprend de peser des cadavres d'individus récemment décédés, enfermés sous une cloche de verre, afin de recueillir un éventuel fluide vital qui quitterait le corps des défunts dans les heures qui suivent leur mort. Alors, c'est un scientifique, il constate que si l'âme est invisible à la lumière naturelle, elle est fluorescente sous une lumière UV. Enfin, pour la première fois, il est possible de voir une âme. Allons plus loin. Que se passerait-il si on mélangeait deux âmes dans un ballon en verre ? Si ce sont deux âmes sœurs, et seulement dans ce cas, la fluorescence devient très intense. Alors, le médecin en conçoit alors un projet de sa vie, le projet de sa vie, une vie éternelle, car il est amoureux d'une jeune femme gravement malade. Lorsqu'elle rend l'âme, il recueille pieusement son âme dans un globe de verre, et plus tard, lorsque lui-même aura rendu son dernier souffle, un assistant sera chargé de réunir les deux âmes pour l'éternité. Je ne vous spoile pas la fin du roman, mais même si la narration et le style sont un peu vieillots, c'est un livre que ça vaut la peine, comme disait Jean Paulhan. Wow. Et Marc Joliot, vous faites des recherches sur les âmes dans votre laboratoire ? Je vais pas dire oui. Ça fait partie c'est dans le cerveau, l'âme, non ? Est-ce que l'âme est dans le cerveau ? Là, c'est compliqué, hein, l'histoire de l'âme. On part de Descartes, la glande pinéale. Il y a une séparation entre le physique et l'âme. Et le lien entre l'âme et le cerveau physique, c'est la glande pinéale. Il s'est quand même bien planté. Vous pourrez parler longtemps avec Floréal, je pense. Il s'est bien planté, hein, quand même. Donc, vous n'aviez pas fini, Floréal, excusez-moi. Je n'avais pas fini. Non, mais c'était une petite digression, mais allez-y. C'est bien, c'est bien. Allez-y. Et donc, je me suis souvenu, en fonction de ces nouvelles connaissances, je me suis souvenu d'une conversation que j'avais eue avec un ancien de la troupe qui s'appelait Yann Peter. C'était au Festival d'Avignon en 2013. Et au petit déjeuner, on cherchait un sujet pour écrire une nouvelle pièce de théâtre, et il me raconte l'histoire d'Henrietta Lacks. Alors, Henrietta Lacks, née en 1920, a grandi dans une famille afro-américaine pauvre, dans une ferme de tabac en Virginie. À 30 ans, en janvier 1951, elle sent une boule dans le ventre. Elle se rend dans le seul grand hôpital de la région qui accueille des patients noirs. Diagnostic, elle est atteinte d'un cancer, à développement très rapide, si rapide qu'elle meurt à l'hôpital en octobre, à l'âge de 31 ans. Mais la mort n'est pas la fin de l'histoire d'Henrietta, car un médecin a prélevé 2 échantillons de la tumeur. Les cellules sont mises en culture in vitro. La lignée cellulaire qui en est issue s'est révélée tellement stable et prolifique qu'elle est vite utilisée sous le nom de Ella, Henrietta Lacks, dans les laboratoires de recherche du monde entier. Les cellules cancéreuses d'Henrietta Lacks ont la particularité inédite de se multiplier sans limite lorsqu'elles sont placées dans de bonnes conditions, ce qui fait d'elles des cellules dites immortelles, très utiles pour la recherche scientifique. Dans les années qui suivent, les cellules Ella sont utilisées dans d'innombrables études musicales. Elles ont permis par exemple la mise au point du vaccin contre la polio. Depuis des décennies, elles sont un élément important de l'industrie. Dans presque n'importe quel laboratoire de culture cellulaire, on trouve des millions, voire des milliards de cellules Ella congelées. Au total, la totalité des cellules d'Henrietta Lacks pèserait des millions de tonnes. Et ça m'amène à formuler 2 questions qui termineront ma chronique. Est-ce que l'âme d'Henrietta est restée blottie dans ces immortelles et éparpillées parties d'elle-même ? Alors, il y a un texte à ce sujet dans le Laudation de saint Thomas d'Aquin. Souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Et deuxième question, si l'âme d'Henrietta est présente dans toutes ces cellules produites depuis plus de 70 ans, continue-t-elle à ne peser que 21 grammes ? Marc Joliot, je crois que quelqu'un veut vous poser une question. Bonjour mon grand chéri. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Moi je suis très très heureuse de te voir. Et alors j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu vas t'occuper de moi cet été. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir. J'ai très besoin de toi. Bonne chance mon grand chéri. Marc, c'est qui ? Alors, c'est ma mère qui est très fière que je fasse du théâtre.
Parce que c'est pas dans la famille, c'est pas vraiment habituel, on va dire, comme activité. Et donc, voilà. Et donc, je pense que voilà, elle est très très contente que je fasse ça, que j'ai commencé ça il y a un certain nombre d'années, et voilà, qui me supporte et qui, quand elle peut, vient me voir à Bordeaux. Donc voilà. Donc je vais m'en occuper effectivement cet été. Ah, vous allez vous en occuper. Oui. On vous demandera pas comment, ça serait indiscret. Hein, d'accord. Non mais Eddy, ça commence à suffire là. Vous commencez à m'échauffer les oreilles depuis tout à l'heure là. Mais oh, ma tourterelle, votre mauvaise foi ne vous rend pas plus belle, hein? Ah bah, si vous me cherchez, vous allez me trouver, attention. Et je vais trouver quoi? Allez-y, hein, montrez-moi. Poussez pas, je vous prie, mes mères dans les orties. Oh, c'est vous qui divaguez dans les rhododendrons. Hein. J'aurais dû me méfier, ma mère avait raison. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour être tombé sur un tromblon comme ça, quoi? Vous me faites penser à du poisson pas frais. Il n'y a qu'à regarder votre gueule de raie. Et c'est à vous qu'il déchoit d'avoir un nez d'anchois? Ce QI de pétoncle viendrait-il de votre oncle? Oh, vous avez vu l'heure, là? Nous sommes en retard. Hein. Ouais, faut pas pousser mes mères dans le varech. Ouais. Et c'est la chronique de Nathalie, Vois si tu peux, qui va nous révéler un petit peu, déjà révéler une partie de la chanson mystère. Hein. Ouais, est-ce que vous connaissiez cette chanson mystère de cette chanteuse un peu moins connue du grand public, Juliette? C'est une chanson qui s'appelle Mes mères dans les orties. J'avais pensé parce que, avec l'idée du divorce, il y avait de quoi faire. Et dans cette chanson, elle est avec le comédien, dont j'oublie toujours le nom à chaque fois, Dédé Chien. Ouais. Oui, Morel. François Morel. François Morel, et ils forment un duo absolument fantastique, tous les deux. Et tout ça pour dire qu'il ne faut pas pousser mes mères dans les orties. Et tu veux bien que tu joues un petit bout? Chauffez mes oreilles, vous voulez m'énerver, je vous le déconseille. Je pourrais pas vous répondre en chantant. Hein. Non, alors on va juste se faire poussez pas, je vous prie, mes mères dans les orties. Juste dire ça. Peut-être poussez pas, je vous prie, mes mères dans les orties. Parce que vous nous parlez de la cage dorée, là, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien essayer de parler de la cage thoracique, de cette jolie petite cage. Dans laquelle on essaye de respirer et pas de s'enfermer. Poussez pas, je vous prie, mes mères dans les orties. Allez-y. Poussez pas, je vous prie, mes mères dans les orties. Et alors aussi, un petit truc qu'on a déjà vu, c'est que les consonnes, vous vous rappelez des consonnes qui nous servent à faire la beatbox ou la rythmique, c'est aussi les consonnes qui vont nous donner l'impression d'être en colère. Hein. Ouais, ce truc, putain! Donc, poussez pas, je vous prie, mes mères dans les orties. On va mettre un petit peu de consonne, s'il vous plaît. Poussez pas, je vous prie, mes mères dans les orties. Ah, c'est un peu plus de panache. Alors, la cage thoracique, elle est où? Oh, ben elle est là, hein, ouais. Pour la sentir, déjà, on va mettre un peu les mains sur les côtes. Ah, aujourd'hui, on bouge, on va se lever, tout ça. Oh là là. Ah ouais, debout, la foule en furie, là. Allez. Il y a un grand mouvement dans le studio, tout le monde se lève. C'est ouf. Heureusement qu'on a un grand studio. Hein. On a prévu une choré. Hein. Ouais. Et comme il y a de plus en plus de monde, il va falloir changer de lieu, d'aller dans un studio de plus en plus grand. Alors, ils sont beaux, on dirait des petites poules. Ah oui. Avec les mains sur les côtes, là. Nous sommes dans un poulailler. Alors, on va d'abord souffler et imaginer que nos côtes veulent aller jusqu'à la... Monsieur, les côtes, elles sont juste un peu plus hautes. Mais monsieur était médecin, donc il ne sait pas. Les côtes flottantes. Sinon, vous êtes un peu plus sur la fin des côtes flottantes. On va juste souffler en laissant les côtes aller vers la cage thoracique. Vraiment, on les rentre à l'intérieur. Allons-y. Et du coup, quand vous êtes violet et que vous n'avez plus d'air, vous allez les ouvrir pour faire rentrer l'air. Ah, c'est beau, on se croirait au bord de la mer. Encore. Et laissez rentrer l'air. Et gardez-les ouvertes et un peu de consonne. Poussez pas, je vous prie, mes mères dans les orties. L'idée, c'est de les garder ouvertes, hein, ok, pendant qu'on va chanter. À vos souhaits. Et on refait encore une fois. Tenez-les pas. Cette fois-ci, on écoute le son. Et... Poussez pas, je vous prie,
mémère dans les orties. Ok, maintenant ouvrez vos côtes et redites la phrase. Je vous prie, mémère dans les orties. Donc là, on a un peu plus de coffre, hein, cette idée du coffre en bas. Et je voulais faire... J'ai le temps un peu ou pas? On a 2 heures, de toute façon, aujourd'hui, l'émission, elle n'a pas de fin. L'émission est plus longue aujourd'hui. De toute façon, on a tout débordé, on a tout fait. Je voulais vous faire le serpent. Donc, vous savez faire un serpent, un petit S, et on va joindre les mains pour vraiment faire le serpent. Donc, on va joindre les mains, et puis on va serpenter comme ça, là. Et c'est un serpent très curieux, donc il se balade partout, il va derrière, sur les côtés, ouais, partout comme ça. Voilà, il y en a qui... Bien, avance Véronique, si tu veux bien me montrer, parce que comme je parle dans le micro, je ne peux pas tout faire. Voilà, oh là là, elle serpente bien Véronique, oh là là, wow. Oui, bravo. Et à gauche, et à droite, et en bas, et en haut, voilà, et on... Voilà, c'est un exercice de Qigong qui travaille à la fois sur les poumons et sur le cœur. Alors on y va, on se fait du bien, là on serpente, c'est beau cette chorégraphie. Oui, c'est beau, ouais. Génial, et puis on arrête, et on rechante, et on voit si ça a changé quelque chose. Qu'est-ce que ça a changé ? La force, la puissance, j'allais dire la violence. Ça remplit l'espace. Le volume. Et parfois, là, si vous observez, peut-être parfois, ça redresse aussi. Ça donne l'impression d'avoir plus d'air dans cette belle cage dorée. Et c'est terminé. Oh, c'est beau, magnifique. Vous allez terminer en beauté, hein. Et oui, ça peut peut-être vous intéresser. C'est fini pour cette année. Alors, je ne vais pas vous dire que dans cette émission, j'ai eu, en les personnes de Nathalie Bonneau, Moreno Andreatta et Floréal Daniel, les meilleurs complices et chroniqueurs du monde. Parce que, si je vous dis ça, Laurent Bolloré-Mandex va nous faire repiquer pour une nouvelle saison. En plus, avec Olivier Pierrick à la technique du festival. Et Joe RADOS au son et au tournage, Clémence à la vidéo, Vincent à la photo, sans oublier l'immense et incontournable Queen pour toute l'organisation du festival, ainsi bien sûr que le soutien inconditionnel et actif de Clotilde. Et tout cela grâce à Laurent Mandex-Bolloré. Alors on recommence dans 2 ans. Est-ce que ça vous a intéressé? Ouais. Alors n'oubliez pas que l'art et la parole ont besoin de résistance et de liberté. Il y en a un que nous avons oublié. Je prends un petit peu la parole dans ce micro, si vous me permettez. Ah ben vous êtes le patron, hein. Une salve d'applaudissements pour l'immense et talentueux Jacques Chauvin. J'enlève la cravate, sinon c'est Eddie Marcel, c'est pas le même. Hein. Merci Marc, hein, merci beaucoup. C'est une formidable dernière. Et merci au public. Alors oui, le festival n'est pas fini. Hein. Il pleut, c'est génial. Non mais on le sait que tu chantes cet après-midi dans le magnifique spectacle de fin d'année d'études, enfin je sais pas, de Nathalie Bonneau. L'extraordinaire chef de chœur, hein, vraiment. Enfin, on va le voir, de toute façon. Ouais, on croise là. C'est pas notre faute s'il pleut. Ils ont très bien chanté toute la semaine. Il ne pleuvait pas. Voilà. Ouais. Donc, à 15h, dans la salle Tabarly, donc, il y a cette restitution de l'atelier chant de Nathalie, qui est un vrai spectacle, quoi. Et alors, aussi, notre photographe Vincent peut vous recevoir encore dans son studio jusqu'à 17h pour ceux qui ne se sont pas fait tirer le portrait. Profitez-en, il est magnifique. Voilà, et puis bon appétit. Festival à tous.
Merci au public.